2, 1, go. Bonjour, je m'appelle Sarah Chaput, je suis la coordonnatrice de la région des Amériques du Réseau francophone international pour la promotion de la santé et il me fait plaisir d'introduire ce webinaire qui portera sur les enjeux de formation liés aux enjeux de santé du 21e siècle. Alors, comme on le sait, le siècle actuel connaît de nombreux défis sanitaires et on s'attend à ce que ces défis, de nouveaux défis en fait, d'envergure se profilent à l'horizon dans le contexte où on fait face à des risques de catastrophes naturelles liées au changement climatique et dans un contexte où on a des transitions démographiques et technologiques rapides et où le risque infectieux est bien présent. D'ailleurs, nos systèmes de santé peinent à faire face à ces nombreux défis et on observe que les inégalités de santé s'observent, en fait, persistent et grandissent entre les pays et également au sein des pays. Donc, la question se pose, de la formation des professionnels de la santé se pose pour faire face à ces nombreux enjeux. Donc, c'est le docteur David Weto qui vous en parlera davantage. Dr Weto est médecin de formation et a pratiqué la médecine pendant de nombreuses années au Bénin et a complété un doctorat en promotion de la santé à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles. Dr Weto est d'ailleurs maître de conférences agrégé à l'École de santé publique de l'Université de Parakou au Bénin. Et dans le fond, ce webinaire a lieu dans le cadre du lancement de la formation du master en promotion de la santé de l'Université de Parakou qui sera offert en ligne à partir de la semaine prochaine. Cette mise en ligne du master en promotion de la santé est rendue possible grâce au soutien de l'Agence universitaire de la francophonie, du Réseau francophone international pour la promotion de la santé, de l'Université de Genève et de l'Université du Québec à Montréal. Donc, et d'ailleurs, Dr David Weto est également le président du Réseau francophone international pour la promotion de la santé. Alors, je vais lui laisser la parole et je vous invite tout au long de la présentation à poser vos questions via le chat. Et on y répondra après la présentation. C'est moi qui transmettrai vos questions à Dr Weto. Et pour que ce soit plus dynamique, je vous invite à inscrire votre nom et votre pays pour qu'on sache d'où proviennent vos questions. Alors, Dr Weto, la parole est à vous. Allez, merci beaucoup à Sarah pour cette brève introduction. Je m'en vais alors directement partager mon écran pour commencer alors cette, disons, conférence. Je vais juste demander quelques secondes, comme c'est le cas actuellement, afin de pouvoir partager donc mon écran. Je suis en train d'y arriver. Voilà. Très bien. Je vais mettre ça en diaporama. Voilà. Donc, en tout, nous voulons parler de la santé et ses défis au XXIe siècle. Comme l'a introduit déjà très rapidement donc le sujet Sarah Chaput, je voudrais aborder directement, donc sans plus tarder. C'est commencer par vous dire que bon, je vais essayer d'aborder le sujet ou le thème à travers donc ces quelques lignes. D'abord une petite introduction et après, je vais parler rapidement, disons, faire un rappel des différents défis auxquels nous sommes confrontés à notre siècle sans pour autant être exhaustif. Et vous pouvez même, à travers les questions que vous allez poser dans le chat, me revenir avec des éléments. Vous avez dit santé, c'est-à-dire cette rubrique-là va aborder la définition de la santé en fait. Et maintenant, quand on va finir cela, on doit pouvoir donc se dire, mais qui alors, qui gardera nos populations en santé en ce siècle-ci? Et puis, donc cela nous amène à la question donc de la formation des professionnels de la santé, qui est en fait une réforme nécessaire dans la littérature, qui d'ailleurs foisonne à cet effet. Il est temps que
notre système par le monde, je veux dire, de formation des professionnels de la santé change de fusil d'épaule pour coller réellement à la réalité donc, des populations en matière de santé. Et après cela, nous allons conclure. Donc, très rapidement, c'est de revenir pour dire que au siècle dernier, par exemple, on a vu qu'il y avait eu 2 générations de réformes éducatives en matière des progrès réalisés dans la formation des professionnels de la santé. Donc, des auteurs sont revenus là-dessus et ont montré que la première génération consistait à ce qui avait été lancé au début du XXe siècle et qui a enseigné un programme d'études, donc en ce moment-là, fondé sur les sciences. Et la deuxième génération s'était tournée vers, c'était vers le milieu du siècle et qui a introduit des innovations pédagogiques basées sur donc, la résolution des problèmes, vous voyez. Et donc, on s'attend tout naturellement maintenant à une troisième génération qui devrait être basé sur des systèmes permettant d'améliorer les performances des systèmes donc, sanitaires dans le monde. Parce qu'il n'est plus un secret pour personne. Nos systèmes sanitaires ne sont plus performants à assurer la santé de la population à notre siècle maintenant. Il se pose énormément de problèmes. Vous vous en doutez déjà avec la situation de la COVID-19 et tout ce que cela comporte. On a vu des pays très forts, puissants, mais qui ont été incapables d'arrêter, de faire reculer donc, cette pandémie-là. En attendant, donc, il faudrait passer par alors une adaptation des compétences professionnelles de base. Parce que la médecine, par exemple, restera toujours la médecine. On doit enseigner à un médecin comment examiner un patient, ausculter et faire un regroupement syndromique et poser un diagnostic avec les éléments, donc des analyses complémentaires. Ça, c'est clair. Mais à cela, il faut qu'on ajoute maintenant des contextes spécifiques tout en s'appuyant donc sur les connaissances globales que devraient connaître les professions. Alors, bien que de nombreux établissements d'enseignement dans toutes les régions du monde aient essayé donc, de lancer des initiatives innovantes, ça, il faut le reconnaître. Cependant, il existe peu de preuves solides de l'efficacité de ces réformes-là, car la preuve est là, très, très parlante. La santé des populations reste précaire à notre siècle. Et les défis, en termes de défis, s'il faut rappeler juste quelques-uns ici, comme je disais tantôt, je ne pourrais pas être exhaustif, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il y a en termes, par exemple, des urgences de santé publique. Vous avez la fièvre hémorragique Lassa en Afrique, la maladie à virus Ebola qui ont fait des ravages. Et actuellement, on a la COVID-19 et on n'a même pas besoin de parler de ça à quelqu'un maintenant. Tous, nous sommes au courant et on voit les ravages de cette maladie. De nombreuses maladies donc, que nous n'arrivons pas à faire reculer, pour utiliser un terme bien connu donc, dans la pratique de la santé publique. Par exemple, en Afrique, vous avez le paludisme qui, des siècles déjà, est resté et s'est ancré et personne n'a pu le déloger. Et la tuberculose, vous voyez, la tuberculose est restée surtout en Afrique, mais aussi est réapparue dans les pays développés à cause de la crise qui est intervenue la dernière fois. Donc, on a vu la Grèce avec des cas donc, qui commençaient par émerger encore de la tuberculose, montrant très clairement les liens donc, socio-économiques qui sont très, très corrélés avec la maladie, la tuberculose, par exemple, pour ne citer que celle-là, comme c'est de ça il est question. Alors, on a aussi des risques environnementaux. On sait désormais les catastrophes naturelles dues au changement climatique, les transitions démographiques, épidémiologiques et technologiques rapides que connaît notre siècle sont de telle sorte qu'on ne peut plus faire, comme on dit dans l'autre langue, business as usual en termes de prise en charge donc, des situations de santé. Non. Donc, cela menace la sécurité sanitaire de tous et il n'y a pas d'exception comme on le voit avec la COVID-19. Si on prend le cas de l'Afrique, par exemple,
qui est mon continent où je suis et je maîtrise un peu mieux, vous voyez que, par exemple, il y a environ 3 événements de santé publique aiguë chaque semaine, avec de faibles capacités, donc, et un système de santé faible sous-jacent, parce que les systèmes de santé ne sont pas aussi performants que cela devrait être. Et en 2018, par exemple, on a eu 162 événements, 3 principales épidémies qui étaient le choléra, les maladies hémorragiques virales. Dans les maladies hémorragiques virales, vous avez donc la fièvre hémorragique Lassa, même vous avez Ebola, vous avez donc des choses comme ça. Il y a un certain nombre aussi. Donc, il y a la rougeole. Donc, les 3 catégories-là ont dominé en 2018, par exemple. Ici, je voudrais juste, ne regardez pas les chiffres parce que c'est trop petit, mais vous voyez le classement des principales affections dans la région africaine de 1990 à 2010 en pourcentage de décès. Et vous voyez qu'il y a les flèches qui sont en rouge, par exemple, qui signalent que les maladies ont gagné même d'ampleur en termes de décès. Et elles sont nombreuses. Et on n'a pas pu reculer parce que les verts, on ne les a pas endigués, mais juste ont changé de position, mais on continue par tuer les populations. Si vous allez sur le site de l'OMS qu'on appelle TDR, Tropical Disease Research, donc on a mis For Research on Diseases of Poverty. Ça veut dire que notre siècle est arrivé à comprendre qu'il y a un certain nombre de maladies, sinon la grande majorité, qui sont liées, quand on prend par exemple l'Afrique, qui sont liées à la pauvreté. Maintenant, le problème, c'est que dans aucune faculté de médecine, personne ne nous enseigne, je suis médecin, donc vous imaginez, personne ne nous enseigne le lien direct avec la pauvreté et la maladie. Et donc, pour diagnostiquer et traiter, vous ne voyez pas dans le protocole aucune action directe comme ça qu'il faut mener contre la pauvreté. On va vous dire, non, mais ça, ce n'est pas de notre ressort. Or, aujourd'hui, si vous laissez des choses à d'autres et que vous restez cantonné quelque part sans pouvoir intégrer ces secteurs-là, vous n'avez pas la possibilité de réussir. Et c'est ce qu'on constate par rapport aux exemples que j'ai donnés déjà tantôt, le paludisme, la tuberculose, etc., le choléra, la méningite, les maladies hémorragiques virales en Afrique. Où sont les progrès que nous avons? Non, pas du tout. Et en termes d'alimentation, par exemple, au XXIe siècle, il y a un sérieux problème que nous avons en réalité, c'est que nous sommes, comme disait cette revue-là, connue de tous, nous sommes ce que nous mangeons, et on a compris que cette fois-ci, au XXIe siècle, nous mangeons beaucoup plus transformés. Les produits sont beaucoup plus transformés et ça n'est pas resté sans nous créer de problèmes. Vous voyez, par exemple, pour ne citer que donc un exemple de produit transformé, un petit déjeuner par ici, dans la région ouest africaine, vous avez donc avec une connotation de l'évolution donc des pratiques culinaires, nous sommes rendus à des petits déjeuners de ce type-là qui ne sont composés que d'aliments transformés. Avec donc, sans nul doute, vous imaginez les conséquences incalculables sur notre santé. En termes, par exemple, d'huile de cuisine, le marché africain, par exemple, est couvert maintenant de partout. À 99%, vous n'avez plus de choix. Ce sont des huiles comme ça, qu'on appelle des huiles végétales, mais qui en réalité sont donc juste notre huile de palme rouge raffinée, blanchie et désodorisée, qui envahissent le marché. Allez-vous me dire que consommant cela, nous allons rester comme si tout irait bien? Non, ce n'est pas possible. Parce qu'on a dénaturé déjà cette huile-là, naturellement, qui est rouge et qui est devenue toute blanche comme ça, vous voyez? Et les défis, donc toujours de santé de notre siècle, vous voyez que les systèmes de santé du monde entier ont du mal à suivre. Ça, c'est une réalité. Tout connu, donc toute crue, et car il n'y a pas de demi-mesure là, car ces défis deviennent plus complexes et plus coûteux, ce qui impose des exigences supplémentaires aux professionnels de la santé qui n'arrivent pas à s'en sortir, alors que ce ne sont pas des gens qui paraissent, ils travaillent énormément, ça il faut le reconnaître, et beaucoup, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils déploient comme effort. Par ailleurs, on a des écarts
et des inégalités flagrantes en matière de santé qui persistent partout, surtout dans les pays comme les nôtres ici en Afrique, oui, et qui s'aggravent même tant au sein des pays, donc quand les pays ici, quand on voit même dans les pays développés, vous voyez, soulignant notre incapacité collective à partager équitablement les progrès spectaculaires réalisés dans le domaine de la santé. Il y a eu tellement de progrès et on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, mais vous imaginez, quand vous êtes dans des pays à espérance de vie, et on va voir ça d'ailleurs tout de suite, vous voyez, vous êtes dans des pays à espérance de vie qui tournent autour de 40 ans ou 50 ans actuellement, mais sur plusieurs décennies, elle n'a pas connu d'évolution du tout comme c'est le cas en Afrique. Vous voyez, alors que l'évolution partout dans le monde a connu, donc l'espérance de vie a connu quand même une progression, mais vous imaginez qu'en Afrique, on est resté stationnaire, parce que quand vous prenez statistiquement 45,8 et 46,1, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc, on est resté stagnant, on n'a pas bougé. Alors que par ailleurs, il y a des possibilités énormes pour vivre plus longtemps. Et donc, pourquoi on peut vivre dans un monde comme cela aujourd'hui sans que la médecine ou la formation professionnelle médicale et des professionnels de la santé ne s'y intéressent pas? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et donc, les défis de la formation professionnelle sont alors tels que, vous voyez, on a des études, des programmes d'études qui sont fragmentés, dépassés et statiques, qui produisent des diplômés mal équipés parce qu'on ne s'adapte, parce que si je fais la médecine, par exemple, la façon dont je dois les essayer dans un pays développé, ce n'est pas de la même façon que je dois les essayer en un pays sous-développé ou en voie de développement, on dit. Vous voyez? Donc ça, il faut que nous sachions que nous sommes en déphasage avec les réalités de notre siècle. Et donc, les problèmes sont systémiques, comme l'ont mentionné certains auteurs, inadéquation des compétences aux besoins des patients et de la population. Le travail d'équipe est médiocre, ça n'existe même pratiquement pas. Et la stratification persistante du statut professionnel selon le sexe, avec la focalisation technique donc plus étroite, sans compréhension contextuelle plus large de ce que nous faisons. Et des rencontres épisodiques plutôt que des soins continus qu'on devrait organiser. Vous voyez, l'orientation hospitalière qui prédomine plus que tout, donc ce qu'on appelle donc, le système hospitalo-centré. Et donc, il n'y a que l'hôpital qui compte dans beaucoup de pays. On ne forme que des professionnels de la santé pour aller s'asseoir dans des formations sanitaires ou des hôpitaux et à attendre que le patient vienne, ce qui est dépassé, qui ne peut pas marcher actuellement à notre siècle. Non, des déséquilibres quantitatifs et qualitatifs sur le marché du travail professionnel. Et vous allez voir, il y a des pays, on a des ratios que l'OMS a conseillé, par exemple. Vous n'avez pas ça en Afrique. Quand on dit ici, par exemple, pour avoir un médecin pour 20 000 ou 30 000 habitants, ce qui n'est pas le cas, qui est conseillé. Donc, la faiblesse de la gouvernance du système sanitaire, donc pour améliorer cette performance-là. Et il faut le dire très clairement, la gouvernance du système sanitaire est au bas, complète, à terre. Parce que organiser le système pour faire face aux réalités donc, que vivent les populations en matière de santé est problématique dans nos pays. Alors, comme le disait Marmotte dans le rapport qu'il a livré à l'OMS en 2008 sur les déterminants sociaux de la santé, pourquoi si il faut traiter les gens, pourquoi traitez-vous les gens si c'est pour qu'ils retrouvent les mêmes conditions qui les ont rendus malades? Et dans son livre The Health Gap ou de State of Syndrome, il a dit même que c'est au bord, à la limite du crime. Parce que si vous pensez avoir développé toute votre potentiel et votre capacité pour sauver la vie à un patient que vous avez reçu en tant que soignant et que vous le laissez maintenant retourner chez lui pour retrouver les mêmes conditions qui l'ont rendu malade, mais sa maladie va s'empirer. Et vous voyez, on a dans le processus, on connaît des cas de ce genre-là, par exemple, la multirésistance aux antibiotiques qui vont nous aider à traiter la tuberculose, par exemple. Donc, la tuberculose multirésistante pose énormément de problèmes aujourd'hui. Et dans beaucoup de situations aussi, on a vu que quand on retourne dans les mêmes conditions et on rattrape la maladie à nouveau, c'est toujours difficile
donc de s'en sortir aisément. Alors, des efforts tout de même, il faut l'avouer, on a fait beaucoup d'efforts au niveau tant des nations que international. Il y a eu beaucoup d'efforts. Ça, on ne peut pas donc se le cacher. Tout de même, ces efforts-là, il faut le reconnaître aussi, ont échoué. La plupart ont échoué. Par exemple, si je prends la santé pour tous en l'an 2000, qui accompagnait les soins de santé primaire adoptés à Alma-Ata en 1978, ah oui, mais on en est où? Ouais, il y a eu beaucoup de documents qui ont été publiés, qui ont mentionné très clairement comme ça l'échec des soins de santé primaire. Parce que les pays, surtout par ici, n'ont pas pu mettre l'accent sur ce qu'il fallait. Ils n'ont pas compris qu'il était question d'ajouter, de mettre l'accent essentiellement sur les déterminants de la santé. Et donc, les soins de santé primaire ont échoué. Et puis, on est passé aux objectifs du millénaire pour le développement, appelé OMD. Le pire qu'on ait connu était que les pays avaient choisi délibérément, je pense, de dire que ce sont les objectifs 4, 5 et 6 qui les concernaient. Les systèmes sanitaires pensaient que seulement les 3 objectifs-là les concernaient. Ça, c'est suffisamment grave parce que les 3 objectifs dont il est question, c'était le numéro 4, c'était la réduction de la mortalité infantile. Et le 5, c'était la réduction de la mortalité maternelle. Et le 6, c'était en fait la lutte contre les grandes endémies du moment, c'est-à-dire le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Mais je pose la question, les enfants meurent chez qui? Les enfants meurent chez les pauvres, vous voyez? Et donc, si vous laissez l'objectif 1 des OMD pour vous occuper seulement de l'objectif 4, vous allez gagner quel combat? Vous ne pouvez pas. La bataille n'est pas dans votre camp. Vous ne pouvez pas gagner. Et ça a été clair. Les pays n'ont pas pu atteindre les OMD. Et si vous dites l'objectif 5, vous voulez réduire la mortalité maternelle, mais les femmes meurent en donnant la vie, en voulant donner la vie. Chez qui? Chez les pauvres. Je connais au Bénin ici, encore jusqu'à aujourd'hui, des gens qui vont faire leur consultation prénatale à New York. Donc, vous voyez, 13 000 kilomètres pour aller faire leur consultation prénatale et qui vont donc finalement même accoucher là-bas. Ça veut dire que il faut un minimum donc dans la poche des gens. Et donc, vous ne pouvez pas sélectionner les objectifs en laissant même les causes profondes qui génèrent ces problèmes-là. Donc, en partie, ceci est dû, on voit bien aussi au tribalisme des professions, c'est-à-dire le fonctionnement en silo des professions, ou la tendance des différentes professions à agir isolément, ou même en concurrence les unes avec les autres. Et ça, je pourrais vous donner plein d'exemples pour avoir été dans le système aussi. Vous voyez, où on ne fait même pas, vous n'allez pas voir des staffs qui regroupent, par exemple, quand on dit médecine et spécialité médicale, il n'y aura pas de staff qui va regrouper donc l'ensemble des spécialités à la fois. Non, chacun va avoir des tendances. Et quand vous voyez les mots qu'on se lance entre spécialistes, oh, vous, santé publique, vous ne faites rien, et vous ne faites que, vous êtes des méchants, les chirurgiens, parce que vous faites, vous voyez, des trucs comme ça, alors que l'organisme duquel nous nous occupons est unique et nous devrons rester ensemble pour travailler à son salut. Et donc, si nous venons à la définition de la santé vis-à-vis de ces situations-là, une définition bien connue de tous, c'est la définition de l'OMS qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Une définition que tout le monde connaît et rabâche dans le système sanitaire ou bien même dans les écoles de formation ou institutions de formation. Mais en réalité, sans distinguer très clairement qu'il y a 2 composantes, l'état complet de bien-être social. Donc, ça veut dire qu'on ne saurait distinguer donc le social de l'absence de la maladie pour essayer de régler véritablement les problèmes. Et en cela, même quand vous prenez les dénominations des ministères de la santé, vous allez être déçus. En fait, c'est là où vous comprenez même que beaucoup de nos systèmes sanitaires ont du mal à comprendre la définition de la santé parce que vous avez des dénominations, je ne vais pas en mentionner. À partir de cet instant, essayez de passer en revue les dénominations que vous avez. Et vous verrez vous-même, ceux qui comprennent la santé, vous allez voir nécessairement le lien direct qui est fait entre la santé et le social, directement. Alors,
je ne vois pas souvent les gens citer les définitions qui ont eu cours dans les tractations amenant à l'adoption de la promotion de la santé. Vous voyez, une définition, et toujours de l'OMS, qui dit la santé est la possibilité pour un individu ou un groupe, d'une part, de réaliser ses aspirations et de satisfaire ses besoins, et d'autre part, de changer ou de maîtriser son environnement. Des éléments fondamentaux. Ça veut dire, par exemple, que si je veux être médecin et bien, je n'ai pas pu l'être, je suis déjà malade. Et si je ne trouve pas de possibilités pour m'en sortir, ça va me marquer à vie. Et si je n'arrive pas à maîtriser ou dominer mon environnement, vous voyez, comme c'est le cas dans beaucoup de régions, et vous allez me donner beaucoup d'exemples d'ailleurs, où les gens n'arrivent pas à changer, à dominer, à maîtriser leur environnement. Et donc, que la santé est une ressource pour la vie quotidienne et non l'objectif de la vie. Un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, aussi bien que les capacités physiques. Donc, et l'OMS, donc, toujours a défini la santé de cette façon-là pour montrer qu'en réalité, les ressources sociales et personnelles sont indispensables pour donc amener à une santé meilleure dans une population. Alors, la santé, nous devons le savoir, a été donc promulguée comme un droit humain fondamental. Donc, les États sont dans l'obligation d'assurer la santé de leur population. Mais je vous pose la question, comment ça se passe maintenant? Quel est le contexte dans lequel nous sommes au XXIe siècle? Est-ce que cela est toujours perçu comme un droit fondamental? Et donc, avec des implications, donc quand on définit la santé comme ça, il y a des implications. C'est-à-dire que plusieurs facteurs sont à considérer pour l'amélioration de la santé. Et il y a les facteurs biologiques, les habitudes de vie et les comportements, les environnements, donc l'environnement physique et l'environnement social, et l'organisation du système de santé. Ce que le rapport Lalonde donc, du Canada, depuis les années 70, donc, a appelé les déterminants de la santé. Le rapport Lalonde, c'est quelque chose que vous avez intérêt à lire parce que c'est très intéressant et c'est le fondement même de tout ce que nous avons vu comme la santé pour tous en l'an 2000, les OMD et actuellement les ODD qui s'en viennent, vous voyez. Alors, ici, il y a eu des études de par le monde qui ont montré même la pondération donc, des déterminants que nous venons de voir. Donc, les déterminants sociaux, par exemple, vous voyez, la santé, les soins de santé ne contribuent qu'à 10% à l'amélioration de la santé, alors que les comportements et les habitudes de vie ont pour 40% donc, de contribution et l'environnement donc, socio-économique contribue à 40% et l'environnement physique à 10%. Vous tapez sur Internet la pondération des déterminants sociaux, surtout en anglais, vous allez trouver, si vous tapez en français, vous allez trouver l'étude suisse, mais si vous tapez en anglais, vous allez trouver beaucoup d'autres pays qui ont réalisé ces études-là pour montrer que, donc, si on a l'accent à mettre sur quelque chose, ce n'est pas seulement donc, les soins de santé qui vont permettre d'améliorer la santé d'une population, parce que vous vous occupez seulement de 10% de la chose. Donc, il faut intervenir aussi dans les autres 90% qui sont en dehors du système sanitaire, vous voyez. Donc, c'est très important. Et donc, nous avons intérêt à travailler sérieusement de façon à intégrer les autres secteurs, sinon nous ne pouvons pas réussir. Et c'est ce que nous avons souvent constaté. Maintenant, on travaille beaucoup, mais comme on est en silo, on ne connaît pas les autres secteurs qu'on met à bord. Et donc, nous ne réussissons pas. Parce que simplement, le levier pour réussir se trouve avec les autres secteurs. Alors, je vous donne deux exemples ici pour étayer cette façon-là de voir les choses et qui est vraiment fondamentale en matière de santé. C'est l'étude faite par Locke en 1988 sur la ménopause. Et cette étude qui prenait comme exemple le Japon, le Canada et les États-Unis pour montrer que, en fait, l'hypothèse selon laquelle la santé des femmes connaît un déclin après la ménopause serait à réviser. Parce que des résultats obtenus au Japon, le déclin de la santé des femmes ne serait pas relié à la fin de leur
période de reproduction. Voyez-en vous-même à travers ce tableau-là, qui est issu de cette étude-là, et je montre seulement les problèmes. Donc, si vous avez les problèmes du sommeil, vous voyez qu'au Japon, 12% à peine des gens connaissent des problèmes donc, à cet âge-là de la ménopause. Quand vous prenez le Canada et les États-Unis, c'est autour de 30-31%. Et quand vous prenez la situation de la perte d'énergie chez la femme ménopausée, donc, vous voyez qu'au Japon, à peine 6% ont ce problème-là, alors qu'au Canada, vous avez près de 40% et aussi 40% environ aux États-Unis. Donc, ça montre qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres choses qui contribuent alors, parce que le contexte, l'environnement de vie de ces gens-là, donc, contribue à ce qu'ils aient une situation donc, ménopausale très dure ou un peu soft. L'autre exemple que je vous donne, c'est l'étude menée par Michael Marmot dans sa thèse de PhD d'épidémiologie sociale, ils ont appelé ça, et pour montrer qu'en réalité, les facteurs de risque seuls ne sont pas à fustiger pour la santé donc cardiovasculaire, par exemple. Donc, l'étude a réuni enrôlé 1200 hommes de souche japonaise vivant dans l'un des trois endroits, le Japon, Hawaï et Californie. Et vous connaissez bien les caractéristiques de ces villes-là ou pays. Vous voyez la Californie étant la plus speedée et Hawaï étant toujours dans les États-Unis, donc va avoir quand même une connotation de speed aussi, mais le Japon qui est particulier en son genre. Et donc des niveaux comparables, ces sujets enrôlés avaient des niveaux comparables donc en termes de tension artérielle et de cholestérol. Les résultats ont montré qu'il y avait des taux très bas des maladies coronariennes au Japon, des taux très élevés des maladies coronariennes en Californie, ce qui démontre un gradient significatif d'augmentation des maladies entre ces trois régions, les différences étant plus petites entre le Japon et Hawaï que celles entre Hawaï et la Californie, ce qui implique très clairement que les différentes expositions aux facteurs de risque habituels comme le cholestérol, la tension artérielle, le tabac. Je ne demande pas à quelqu'un de se mettre dans cette situation-là, loin de là, parce que là, on ne peut pas. Mais ces facteurs de risque-là ne seraient pas suffisants donc, pour expliquer les différences observées dans cette étude-là. Alors, ce qui nous montre qu'il y a quand même quelque chose que nous devons comprendre, ce qu'on appelle le continuum santé-maladie, que j'ai fait un schéma ici adapté de Michel O'Neill du Québec, qui montrait que, vous voyez, que la santé a son secteur bien déterminé et qui est bien distinct donc du secteur de la maladie. Parce que pour améliorer la santé, on va promouvoir la santé. Et pour gérer la maladie, on va faire la prévention à différentes phases. La prévention primaire, la prévention secondaire, tertiaire, quaternaire, même quinquennale. Vous voyez? Donc, ce sont deux entités nosologiques bien distinctes, mais qui, à notre siècle maintenant, est mélangée. Normalement, et vous allez voir pourquoi je dis cela, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, là, comme nous ne dépensons que sur la prévention secondaire, un système hospitalo-centrique ne saurait dire que je suis un système de santé. Parce qu'on ne fait rien, vous voyez bien à votre gauche, on ne fait rien pour promouvoir la santé. Parce que les déterminants de la santé sont des choses bien connues. Et donc, on ne saurait être que des ministères de la maladie. Donc, on se trompe au siècle présent en parlant de ministère de la Santé, alors que nous n'avons que des ministères de la maladie. Alors, pour être ministère de la Santé, ah oui, il faut aller agir sur les déterminants, promouvoir la santé, par l'action donc sur les déterminants. Et donc, avec un rayonnement certain, parce qu'on ne va jamais abandonner les soins à ceux qui sont malades. Mais là, c'est que quand vous dépensez plus sur les déterminants, vous avez moins de cas de maladie. Et ça, les pays scandinaves nous ont donné l'exemple, on ne peut plus clair, en fermant même des hôpitaux, parce que là-bas, l'accent est mis beaucoup plus sur les déterminants. Vous voyez? Et donc, le continuum des services de santé alors et les fonctions de la santé publique devaient être quelque chose que
chacun des systèmes devrait comprendre et déposer un diagramme comme celui-ci sur la table de chaque responsable en charge de la santé de la population. Par exemple, vous voyez que c'est une pyramide et normalement, le plus gros effort doit être donc aller vers la promotion de la santé. Parce que la santé se promeut. Et donc, il faut promouvoir la santé en agissant sur les déterminants de la santé qui sont en dehors du secteur de la santé. Avec maintenant le plus qui va s'ajouter. Donc, ce qu'on va ajouter, c'est de prévenir et protéger contre les risques de la maladie. Donc, à partir de là, on est déjà dans le secteur de la maladie. Et puis, quand la maladie s'installe quand même, il faut traiter et il faut guérir la maladie. Et il y a un certain nombre de maladies qui vont rentrer dans la chronicité, ce que nous allons soigner, avec donc des ailes qui sont de l'ordre de la surveillance épidémiologique et de la planification et de la recherche pour soutenir donc les actions de promotion et même à tous les niveaux de risque, de prévention et protection contre les risques et la maladie et la chronicité. Donc, la recherche doit être à ce niveau-là. La surveillance épidémiologique doit avoir beaucoup aussi de dotation pour pouvoir donc se rendre compte de comment les choses évoluent et comment nous devons alerter le système. Mais quand vous prenez un diagramme comme celui-ci, vous appliquez par exemple au système sanitaire en Afrique, vous êtes surpris de constater que c'est une pyramide qui est renversée. Les deux ailes là ont des portions congrues en termes de surveillance et de recherche, planification. Il n'y a pas beaucoup de fonds qu'on alloue à ces secteurs-là. Et le gros pan de la dépense des systèmes sanitaires en Afrique, c'est pour la chronicité. Vous savez le nom que ça prend, hein? C'est évacuation sanitaire. Donc, on envoie tout l'argent ailleurs. Et donc, les maigres sous qui restent, c'est pour des systèmes sanitaires, des hôpitaux qui n'ont pas de plateau technique requis. Et puis, donc, tout le monde, et puis, les inégalités sociales sont même très bien organisées là, parce qu'à peine vous avez 1%, même 0,5% de la population qui a droit à l'évacuation sanitaire, avec des sous que je ne saurais vous nommer, parce que c'est, je ne sais pas si ma langue peut sortir ces chiffres-là une fois de ma vie. Et vous voyez donc, la promotion de la santé, par exemple, n'est même pas connue. Donc, beaucoup d'études ont été faites qui ont montré que, en fait, dans notre contexte, les gens connaissent très peu ce qu'on appelle promotion de la santé. Vous leur dites promotion de la santé, ils vont dire, ah, est-ce que ce n'est pas la communication pour la santé ou bien la mobilisation sociale? Rien n'est connu. Parce que les gens ne sont pas formés pour ça. Aucune faculté de médecine ne vous parle de ça, vous voyez. Donc, on est dans un processus comme cela. Comment allons-nous donner la santé à nos populations? C'est de dire que améliorer la santé, donc, suppose de considérer l'individu et la population comme un tout. Agir sur les déterminants de la santé et viser la participation de tous, tant individus que communautés, au développement sanitaire, et que les professionnels de la santé devraient avoir un autre rôle. Ce n'est pas un rôle de décideur, non, mais un rôle de facilitateur et de référent. Vous voyez? Et donc, cela suppose qu'on aille vers une réforme du système sanitaire. Et alors, pour ce faire, la formation des professionnels qui doivent animer ce système-là est de rigueur. Il faut reconnaître les prérequis pour la santé si on veut améliorer la santé. C'est la paix, la stabilité sociale, la justice sociale, le respect des droits humains fondamentaux comme la santé elle-même, l'équité, etc. Et accorder une importance particulière à l'utilisation simultanée combinée de différentes approches et méthodes dans l'action sanitaire. Pas comme c'est le cas maintenant, vous allez voir des pays qui vont dire non, nous c'est la mobilisation sociale, non, nous c'est IEC, non, nous c'est CCC. Ça veut dire quoi? Non, on doit pouvoir être capable de faire de tout ce que nous avons à disposition pour améliorer la santé de nos populations. Et donc, cela suppose le développement, donc que le développement de la santé qui est clairement dans le besoin des actions à l'intérieur comme à l'extérieur du système sanitaire. Donc, vous ne pouvez plus dire que vous voulez améliorer la santé d'une population en étant seulement assis au ministère de la Santé. Et même, bon, il faut reconnaître, il y a des tentatives, on dit, on veut faire participer les autres secteurs, mais en quoi faisant? C'est quand on a fini de rédiger nos programmes, nos projets, nos politiques, on va appeler les autres secteurs. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Ça, jamais. Il faut commencer avec les gens et vous faites l'analyse de la situation ensemble, distribuant les rôles à chaque secteur, étant donné que même les autres secteurs auront plus à faire pour améliorer la santé que le secteur de la santé. Donc, le système sanitaire doit avoir des mécanismes qui favorisent alors clairement la collaboration multisectorielle et les partenariats en son sein d'abord, parce qu'au sein du ministère même, les secteurs ne se croisent pas. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et donc aussi alors à l'extérieur avec la société en général. La reconnaissance de l'importance donc à la fois des soins curatifs et préventifs et promotionnels sont en tasson. Il faut savoir aussi les définir parce que quand vous prenez les documents, quand on vous définit les soins promotionnels, ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons promotion de la santé. Alors, les fondements, quels sont alors les fondements de l'amélioration de la santé dans une population? Les fondements de l'amélioration de la santé, avec tout ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a un fil conducteur unique et important, ce sont les déterminants sociaux de la santé. Un objectif suprême à viser, c'est la réduction des inégalités sociales de santé. Et un mécanisme d'action fondamental, c'est qu'il faut faire de tous les secteurs un secteur de la santé selon la déclaration de l'OMS de 2008, l'idée par Michael Marmot. Vous voyez, un fondement pour l'action, c'est la recherche à base communautaire. Vous ne pouvez pas améliorer la santé d'une communauté sans connaître cette communauté-là réellement. Vous voyez, et un fondement pour les résultats durables, c'est que vous devez considérer autant le processus que les effets impactent. Il ne faut pas venir seulement nous présenter les résultats. Vous avez vacciné tel nombre, mais comment vous avez pu faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez abordé les populations? Vous les avez forcées ou bien vous avez obtenu leur autonomisation? Vous voyez? Donc, c'est ça les choses qui fondent. Et donc, si nous ne faisons pas, nous ne formons pas nos professionnels dans ce sens-là, comment allons-nous être capables d'améliorer leur santé? Et la prévention seule ne suffit donc pas. On a tiré ça maintenant comme conclusion, ce qu'on a vu. Quand vous êtes là à dire aux gens, non, il faut manger sain, mais sur le marché, comme en Afrique, je vous disais, vous avez sur le marché. Si vous n'avez pas des choses qui sont saines sur le marché, la population ne pourra pas. Ça veut dire alors que de la prévention, il vaut mieux adopter alors des approches donc complémentaires qui s'intègrent donc et qui contribuent à changer l'environnement. Parce que changer l'environnement va rendre alors plus facile donc, de changer les comportements. Et donc, quand on dit environnement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple la pauvreté, les habitats qui ne sont pas dignes de nom, le chômage, alimentation et nutrition inadéquate, l'analphabétisme surtout. Vous voyez en Afrique, on a 80% d'analphabètes dans beaucoup de pays. Comment voulez-vous donner la santé alors qu'on le sait bien, une corrélation est très forte, la corrélation est très forte de l'instruction et la santé, et puis les risques environnementaux. Donc, nous devons changer les choses. Sinon, si le ministère de la Santé dit « ce n'est pas à moi de faire ça », qui va le faire? Parce que les autres travaillent, ils ne comprennent pas nécessairement le lien qu'il y a entre ce qu'ils font et la santé des populations. Donc, c'est nous qui devons prendre le devant. Et pour ce faire, les professionnels que nous avons à mettre sur le marché doivent être bien avertis pour savoir faire le lien et aller raccorder les autres à leur effort pour travailler pour le bien public. Si je prends l'exemple des maladies non transmissibles, aujourd'hui, vous avez dans les pays beaucoup, donc la plupart, c'est voici le programme diabète, voici le programme de lutte contre les cancers, voici le programme de lutte contre les maladies cardiovasculaires, etc. Mais est-ce qu'on a autant de ressources pour faire les choses de cette façon-là? Et d'ailleurs, si vous faites comme ça, ça ne peut jamais marcher. Et c'est ça ce que nous observons. Alors que l'ensemble de ces maladies-là ont 4 grands facteurs de risque en commun qui sont bien connus. Et je suis heureux de voir, d'avoir constaté la dernière fois dans un pays où je suis allé, et ils ont une direction de lutte contre les facteurs de risque. Donc, ils n'ont pas de direction de lutte contre les diabètes, cancer, non. Ils ont une seule direction qui s'occupe de ces maladies-là, mais ils ont appelé ça même la lutte contre les facteurs de risque. Parce que c'est l'abus d'alcool, l'inactivité physique, le tabagisme et la mauvaise alimentation. Or, si donc le ministère de la Santé ne sait pas ce qui tombe dans l'assiette de ses citoyens, comment alors ça va-t-il marcher de lutter contre ces maladies-là? Ce n'est pas possible. Donc, il faut... Or, ce n'est pas le ministère de la Santé qui produit la nourriture. Non, ça veut dire obligatoirement le lien qu'il faut faire et enseigner aux professionnels qui vont être mis sur le marché, le lien alors entre
l'alimentation, la production de l'aliment et la santé. Vous voyez? Alors, les actions sur les déterminants donc, de la santé vont avoir des principes bien connus. Il faut travailler à travers les milieux. Les 4 grands milieux qui sont connus en santé publique, c'est-à-dire les villes et les quartiers de villes et les villages, les écoles et les universités, les hôpitaux et les formations sanitaires en général et les lieux de travail. Vous devez travailler donc sur l'ensemble de ces milieux-là pour arriver à améliorer les déterminants donc, de la santé. Et sinon, ça ne peut pas marcher. Alors, la structuration de nos systèmes sanitaires, de nos ministères, par exemple, devrait comporter alors des rubriques très claires qui sont dédiées à travailler avec les milieux. Mais vous n'avez pas de ces choses-là dans ma région africaine, par exemple. La décentralisation administrative. Vous vous imaginez que la décentralisation administrative va contribuer énormément à lutter contre donc, la maladie et donc améliorer la santé. Et la décentralisation du système sanitaire aussi, donc qui est une suite logique. Vous voyez, or, dans des pays comme le mien, vous avez ce qu'ils appellent zone sanitaire qui ne répond en rien à ce qui a été établi par l'OMS avec la déclaration de Harare de 1987 et aussi la déclaration de Dakar de 2013 qui montre clairement comment est-ce que la décentralisation du système sanitaire doit viser essentiellement l'autonomisation de la communauté. Mais quand vous avez 4 communes, 4 municipalités, donc 4 districts qui constituent une zone sanitaire, qui va être le leader? Vous voyez, donc ça pose des problèmes. Et donc, ne sont pas fondés sur ce qui est admis à l'échelle internationale. La santé dans toutes les politiques, qui est une façon, une autre manière de parler, de faire de tous les secteurs un secteur de la santé. Vous voyez, parce que il y a des outils à ce niveau-là qui permettront donc la collaboration avec les autres secteurs, comme le cas du Québec, par exemple, où le gouvernement a voté donc, dans la loi de la santé publique du Québec pour dire que tous les secteurs doivent collaborer obligatoirement avec le secteur de la santé. Parce que vous voulez construire une ville ou un quartier de ville. Est-ce que ça va contribuer à la santé de la population? Vous voulez construire un pont, est-ce que ça va contribuer à la santé de la population? Vous voulez construire un marché? Donc, tout ça, ce sont des aspects que nous devons intégrer désormais dans la formation des professionnels de la santé. Sinon, comment est-ce qu'on va le faire? Or, vous allez dans nos systèmes sanitaires, vous n'avez aucune direction qui s'occupe de ces genres de situations. Donc, au XXIe siècle, alors où nous sommes, avec le développement à foison de beaucoup de projets et d'activités innovantes, vous voyez? Et enfin, la promotion de la santé, la lutte contre la maladie. Parce que ça se passe tout à fait autrement. Comment lutter contre une maladie avec l'approche promotion de la santé, c'est tout à fait différent. Et on a eu l'occasion de constater donc, ces genres d'approche avec le VIH-Sida, par exemple, et même avec la COVID-19 maintenant, tout le monde sait que hey, vous pouvez organiser votre affaire de n'importe comment, et puis si vous allez dans la communauté sans les avoir impliqués, vous ne pouvez pas, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir l'impérialisme médical pour régler les problèmes. Alors, les choses sont connues. Par exemple, la pyramide d'impact sur la santé de Frieden de 2010, donc qui a montré clairement que si vous voulez avoir un impact populationnel dans les interventions de santé, vous devez viser plutôt les déterminants sociaux de la santé. Donc, ce qu'il appelle ici facteurs socio-économiques qui sont donc à viser essentiellement. Et puis, donc, vous voyez, quand vous avez fait cela, vous visez les déterminants sociaux de la santé, vous allez changer le contexte pour rendre saines les décisions par défaut des individus. Donc, il ne s'agit pas donc de toujours accuser l'individu, de culpabiliser l'individu. Oh, c'est toi, tu n'as pas su. Mais, OK, je suis dans mon contexte. Si je vais au marché, je ne trouve que l'huile dont j'ai parlé tantôt là, sur le marché, et qui coûte même moins cher que les huiles produites localement. Je vais faire comment? Donc, si on n'a pas changé mon contexte. Et vous savez bien ce qu'il faut faire pour changer le contexte dans ce cas d'espèce. Et donc, voilà, si on ne fait pas ça, qu'est-ce que je vais faire? J'achète l'huile et puis, alors, comme ça, je me tue à petits coups. Vous voyez? Et les interventions protectives durables, donc vous ajoutez ça. Ouais, donc, les choses sont même connues et stratifiées. Les interventions protectives durables, par exemple, c'est de vacciner les enfants, par exemple, contre tout le monde est vacciné contre la fièvre jaune. On sait maintenant que la fièvre jaune, vous avez une vaccination, c'est à vie. Donc ça, ce sont les interventions protectives durables, par exemple, ça.
Vous voyez? Et les interventions cliniques qui doivent toujours être là parce qu'il y a des gens qui, de toutes les façons, seront malades. Donc, on doit savoir même former désormais le nombre de gens à mettre sur le marché. Parce que quand vous faites les autres choses, avant d'arriver là, vous aurez besoin de très peu de spécialistes pour gérer les cas de maladie. Donc, il faut aussi régler ce robinet-là. Et ça, le rôle des ordres de médecins, par exemple, pour ne citer que celui-là. Donc, vous voyez, est crucial là. Et puis, conseil et éducation ne va venir que comme un bonus, vous voyez. C'est ça. Les choses sont déjà connues, mais pourquoi nous sommes là à reformer notre système de formation pour mettre sur le marché des gens qui sont capables de comprendre cette pyramide-là? Et donc, ici, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, la référence étant là, vous allez voir que regardez à votre droite pour voir que le système sanitaire est en bas et c'est en pointillé que ça va donner, que ça agit sur la santé. Donc, l'amélioration de la santé d'une population dépend beaucoup plus des déterminants sociaux, vous voyez, les conditions matérielles, de l'alimentation, de conditions de vie et de disponibilité sur le marché, vous voyez, et les comportements et les habitudes de vie et les facteurs psychosociaux donc, sont beaucoup plus déterminants pour la santé et le bien-être d'une population et d'un individu que le système sanitaire lui-même. Vous voyez, c'est fondamental parce que influencer d'abord donc là où vous avez les déterminants sociaux sont influencés par donc le positionnement des individus et des communautés sur l'échelle sociale qui sont donc en lien direct avec l'instruction, le travail, le revenu et les situations de genre que nous connaissons. Et ceci, le positionnement là, sur l'échelle sociale, est quant à lui produit par le contexte socio-économique et politique du pays ou d'une nation. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les choses ne sont pas on ne peut pas les imaginer isolément. Non. Et donc, vous verrez bien, tel visage politique dans un pays, tel visage sanitaire dans ce même pays. C'est corrélé et déjà démontré. C'est pour cela que donc l'OMS en 2016 à Shanghai montrait que en réalité, la santé à l'ère des ODD doit être perçue comme c'est-à-dire quelque chose d'intersectoriel. On ne peut plus dire que je vais m'occuper de la santé sans les 17 autres objectifs qui l'entourent. Donc, tout est dit là. Et donc, maintenant, là, on ne peut plus mettre sur le marché un professionnel qui ne sait pas que je ne suis pas le tout-puissant, je dois travailler avec les autres secteurs pour donner la santé. Alors, si c'est cela, il faut se poser la question, qui gardera nos populations en santé? Alors, la réponse, Kofi Annan nous avait proposé déjà une réponse. Kofi Annan disait, c'est l'ancien secrétaire général de l'ONU, paix à son âme, qui disait, nous ne vaincrons ni le sida, ni la tuberculose, ni le paludisme, ni aucune autre maladie infectieuse qui frappe les pays en développement avant d'avoir gagné le combat de l'eau potable, de l'assainissement et des soins de santé de base. Ça veut dire tout. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner la santé aux gens, lutter contre la maladie, faire reculer le paludisme si les gens n'ont pas l'eau, s'ils n'ont pas un milieu, un environnement sain et si vous n'accordez. Vous voyez, donc, c'est quand même clair. Ça veut dire que celui qui va garder nos populations en santé, c'est celui qui comprend ça. En réalité, on l'appelle l'approche écologique de la santé. C'est celui-là qui va garder nos populations en santé. Donc, il doit être capable de comprendre ce qu'on appelle l'approche écologique de la santé. C'est quoi l'approche écologique de la santé? C'est un modèle d'abord écologique qu'il faut comprendre, qui traite des interactions et des liens entre les déterminants de la santé. Vous voyez? Parce que les déterminants sont imbriqués entre eux. Et vous ne pouvez pas... On a besoin d'être spécialiste. Oui, mais quand on est spécialiste, comme on travaille pour un seul et même organisme, nous devons main dans la main travailler. Et c'est ça qui est important. Vous voyez? Donc, c'est d'ailleurs heureux, quoi. Vous êtes expert, vous devez être expert pour mieux maîtriser un domaine. Mais vous devez, parce que nous travaillons pour l'organisme qui est unique, nous devons alors mettre nos compétences à contribution. Une vision écologique de la santé, alors, est une perspective qui implique la connaissance du modèle écologique des déterminants de la santé et une tentative de comprendre un problème ou une situation spécifique en fonction de ce modèle-là. Vous voyez? Et puis, donc, quand on arrive à l'approche écologique de la santé, c'est une approche alors dans laquelle
de multiples stratégies sont développées pour influer sur les déterminants de la santé pertinents pour les résultats souhaités en matière de santé. Donc, celui qui pourra garder nos populations en santé, c'est celui qui travaille dans la perspective de l'approche écologique de la santé. Et ça, c'est un diagramme qui avait été déjà donc, à l'orée de notre siècle, qui avait été donc développé par Dahlgren et Whitehead, on les appelle. Et vous allez voir que les individus qui sont au centre là, donc avec toutes leurs caractéristiques, ils ne seront en santé que dépendamment des facteurs liés au style de vie personnel qu'ils ont, les réseaux sociaux et communautaires. Mais vous voyez un éventail de facteurs dont l'agriculture et production de la nourriture, l'éducation, le milieu de travail, les conditions de vie et du travail, le chômage, l'eau et les installations sanitaires. Et vous voyez dans un petit coin les services de santé et le logement. Donc maintenant, si vous oubliez tout le reste là et vous cantonnez seulement à la santé, vous allez donner la santé comment? Et on voit pourquoi donc, les pays, beaucoup de pays, surtout dans ma région ici, n'arrivent pas à donner la santé. Vous voyez? Et les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales, donc globales de la nation. Mais ici, la reproche qu'on fait à ce diagramme, c'est qu'il manque les conditions socio-politiques. Parce que ça, c'est important. Vous voyez, comme on a vu dans un diagramme passé là, les conditions socio-politiques déterminent donc le positionnement des individus ou des communautés sur l'échelle sociale et qui vont déterminer donc la mise en place ou la faveur des déterminants sociaux de la santé. Alors, un professionnel donc de santé de type nouveau, on a besoin. C'est ça maintenant. C'est quelqu'un qui connaît l'approche écologique. Vous voyez? Et de façon pratique, comme le disait Koff, donc, c'est que nous avons besoin qu'il y ait un dialogue à l'intérieur du système sanitaire maintenant pour une réorganisation du système sanitaire. Et ça ne saurait plus tarder. Si nous voulons atteindre les ODD, on ne peut que commencer ça très rapidement. Et rassurez-vous, on est encore après environ 10 ans, on peut l'atteindre parce que les réformes de ce genre-là, sur 10 ans, vont donner de résultats tangibles. Vous voyez? Et donc, un regroupement des acteurs autour, au niveau du gouvernement local, donc à travers la décentralisation donc administrative et donc du système sanitaire qui vont faire en sorte que les communautés ont le pouvoir, donc par le processus de l'autonomisation pour que l'action sur les déterminants soit une réalité. Parce que les choses ne se passent pas dans un même pays même, d'un district à un autre de la même façon. Donc, on doit laisser alors libre cours à l'autonomie des gens pour qu'ils puissent s'occuper mieux de leur propre santé dans leur contexte. Okay? Alors, la nécessité donc de la formation des professionnels de la santé, vous voyez, c'est quelque chose de nécessaire maintenant, car la maladie est toujours générée, vécue et définie et améliorée dans un modèle social. La maladie est un processus profondément ancré dans le social. L'histoire des maladies offre des aperçus cruciaux sur les interactions de ces intérêts et les façons dont ils peuvent informer la pratique médicale et la politique de santé. Il y a The New Journal of England qui a fait une synthèse de la production sur 2 siècles de leur revue. Et vous allez voir, ils ont conclu qu'au XXIe siècle, là, on doit changer tout. Parce que ce qu'ils ont commencé par publier depuis 1800 jusqu'à maintenant, on voit un visage complet dans la perspective, ce que présentent les communautés ou les pays comme maladie. Et donc, on doit changer aussi la façon dont on s'organise. Alors, comme le montrent clairement les conflits contemporains sur les définitions, par exemple, de l'alcoolisme, du syndrome de fatigue chronique et du trouble déficitaire de l'attention, les médecins ne sont plus jamais les seuls arbitres de la maladie. Donc, il faut que nous comprenions ces choses-là et que nous reformulions donc les curricula de formation. Donc, elle est nécessaire et opportune parce que, compte tenu des possibilités d'apprentissage mutuel et de solutions communes offertes par l'interdépendance mondiale due à l'accélération des flux transfrontaliers de connaissances, de technologies et de financement,
ainsi qu'à la migration des professionnels et des patients. Nous devons changer les choses parce que les choses se passent autrement à notre siècle. Il faut réexaminer donc en profondeur et avec autorité la formation des professionnels de la santé, à l'image des travaux ambitieux donc, qui ont été réalisés le siècle dernier avec l'intégration de la science moderne, comme on voyait à l'introduction dans les programmes des écoles de médecine, et qui a doté les professionnels de la santé donc des connaissances qui leur ont permis d'apporter leur contribution au doublement de l'espérance de vie, par exemple. Vous voyez? Et donc, les professionnels de la santé doivent comprendre ce modèle écologique-là. Ils doivent regarder donc au-delà des facteurs de risque biologique qui affectent la santé et chercher à comprendre maintenant l'impact sur la santé des facteurs environnementaux, sociaux et comportementaux. Cela va se traduire même par les dénominations de nos ministères de la Santé. Donc, ils doivent être conscients de la manière dont ces multifacteurs interagissent afin d'évaluer l'efficacité de leur intervention. Ils doivent aussi comprendre les fondements théoriques du modèle écologique afin de développer la recherche qui explore davantage les voies et les interrelations des multiples déterminants donc, qui sous-tendent la santé. Alors, c'est grâce à cette compréhension que les professionnels de la santé pourront relever plus efficacement les défis du XXIe siècle, notamment la mondialisation, les technologies scientifiques et médicales et les transformations démographiques que nous observons ces derniers temps. En conclusion, c'est de dire que, comme Evan et Stoddard, je vais vous montrer leur ouvrage parce que j'ai beaucoup apprécié ça quand je l'avais rencontré pour la première fois, cet ouvrage-là, qui disait « Une société qui dépense tellement en soins de santé qu'elle ne peut pas ou ne veut pas dépenser de manière adéquate en d'autres activités destinées à améliorer la santé peut en fait réduire la santé de sa population. » Moi, je dirais même peut littéralement tuer sa population. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vous avez vu avec la COVID-19, je n'en dis pas plus. La version française de ce livre-là, c'est « Être ou ne pas être en bonne santé ». Mais je n'aime pas beaucoup la version, le titre là, quoi, la traduction française. Mais quand vous l'avez en anglais, ça donne un sens. « Why are some people healthy and others not ?» Vous voyez? Les raisons pour lesquelles certaines personnes sont en bonne santé et d'autres non. Et donc, c'est ce que nous devons comprendre maintenant et faire comprendre à ceux que nous formons pour s'occuper de la santé de nos populations. Et là, je vous remercie très sincèrement. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Tu as fermé ton micro, voilà. OK. Bon, je vais recommencer. Merci, David, pour cette excellente présentation. C'était vraiment stimulant et ça donne le goût de poser des actions déjà maintenant. Donc, est-ce que tu es prêt à recevoir les questions des participants? Oui, Sarah, volontiers. Oui, la première question porte sur les premières diapositives de ta présentation. Donc, je vais la lire. Le présentateur a parlé de 3 événements aigus chaque semaine. Je m'attendais à quelques détails, mais c'est passé trop vite. Peut-on y revenir pour connaître ces éléments et quelques détails, s'il vous plaît? Ah, ton micro. Donc, les événements par semaine, c'est quand vous prenez la région africaine, c'est l'exemple qui était donné. Mais vous avez généralement, par exemple, vous avez la méningite quelque part, vous avez le choléra quelque part, vous avez la fièvre Lassa quelque part, Ebola quelque part. Vous voyez, si les 3 événements environ, ça, on peut citer selon chaque coin de l'Afrique, vous avez toujours quelque chose. Et vous avez vu, on a montré qu'il y avait près de 300 événements en 2018. Il y en a plein. Vous voyez. Pour aller vite, on va... OK. La prochaine question est en provenance du Gabon. La forte démographie et la pauvreté ne seront-ils pas la cause de la faiblesse de nos systèmes de santé, surtout pour les pays sous-développés? Non, en réalité, la forte densité démographique, c'est un atout en fait. C'est un atout, c'est que nous ne savons pas l'exploiter. Nous avons plein de gens dans nos pays, mais qui sont analphabètes.
et qui, en fait, en réalité, il faut voir là où nous avons péché. Parce que les gens ne sont pas capables d'apporter leur potentiel au développement de nos pays. En étant analphabète, ça ne peut pas marcher. Donc, on a un potentiel là qu'il faut savoir exploiter. C'est d'envoyer tous nos enfants à l'école, par exemple, et de savoir identifier en chaque enfant quel est son potentiel. Vous voyez, ne devient pas un menuisier celui qui ne le peut pas parce qu'il a été à l'école, il ne pouvait pas évoluer, on l'envoie en menuiserie. Non, il y a des gens qui sont nés avec le don d'être un bon menuisier. Et notre société devrait être organisée plutôt pour identifier ces potentiels en chaque individu. Donc, la densité n'est pas un problème en soi, mais c'est parce que la société est mal organisée pour exploiter donc, le potentiel de ces gens que nous avons. C'est ça qui fait notre malheur. Merci. La prochaine question provient du Canada, donc de Nathalie Boivin, qui dit « Merci pour la grande qualité de votre présentation. Bien que le discours sur les déterminants de la santé gagne en popularité, il semble que leur intégration à l'offre d'une gamme de services de santé demeure un défi. Est-ce que vous croyez qu'il soit possible d'envisager une formation interdisciplinaire commune et de base à l'intention de tous les étudiantes et étudiants dans les domaines de la santé et des sciences sociales? » Oui. Ce qui est proposé même maintenant par des auteurs est tel que tout le monde devait avoir une notion sur les déterminants sociaux. Parce que ce n'est pas spécifique. Sachant que, comme je l'ai déjà même moi-même dit une fois dans des publications, où je disais que tout le monde est professionnel de la santé. En fait, vous prenez un maçon, mais s'il ne construit pas bien la maison, vous qui habiterez la maison, vous ne serez pas en bonne santé. Donc, on doit pouvoir intégrer les déterminants, la notion des déterminants donc, dans tous les secteurs. Vous avez votre mécanicien qui ne sait pas bien s'occuper de votre voiture. Vous quittez chez le mécanicien, vous montez sur la voie publique et vous voici au beau milieu cogné par un autre véhicule parce que vous ne saviez pas avancer au beau milieu de la route. Si le mécanicien avait fait bien son travail, vous n'allez pas perdre votre vie. Donc, voilà un peu. Ça veut dire qu'il ne faut même pas s'inquiéter. Les déterminants de la santé sont désormais la pierre angulaire sans laquelle on ne peut pas bâtir la santé d'une nation. Donc, ça, il n'y a pas de choix. On n'a pas le choix au XXIe siècle. Avec tout ce que nous voyons, si vous ne vous communiquez, c'est-à-dire, si vous ne vous remettez pas ensemble pour cogiter ensemble avec les populations, vous allez échouer. La COVID-19 donne un exemple un peu plus clair de la chose. Vous avez beau organiser votre truc, vous venez, la population, on a vu comment on a caillassé des gens, comment les populations se sont soulevées. Oh, vous voulez le confinement, nous on veut manger. Mais donc, ça veut dire qu'il faut décider avec les gens. Et si on forme le médecin, par exemple, sans cette notion-là des déterminants, que la santé dépend aussi des autres secteurs, beaucoup plus même des autres secteurs. Si on ne le forme pas comme ça, il va être dans son cabinet, il n'aura personne désormais. Et parce que les malades vont venir mourir. Et c'est ce qui se passe dans le système sanitaire en Afrique, par exemple, où les gens ne veulent plus aller dans l'hôpital parce que la confiance est rompue. On dit quand tu vas là-bas, tu vas mourir. Vous voyez? Alors, parce qu'on n'a pas équipé les autres, les gens, au niveau communautaire, des éléments basiques pour comprendre quelles décisions prendre même. Et si, on ne peut pas continuer comme ça. Merci. La prochaine question provient de Valérie Béral du Tchad. Pourquoi l'OMS n'arrive pas à éradiquer le paludisme en Afrique? Oui. En fait, ce n'est pas une question de l'OMS. L'OMS n'est que pour ce que j'ai compris, je ne suis pas un agent de l'OMS, mais pour ce que j'ai compris, l'OMS n'est qu'un secrétaire, un conseiller des pays. Mais ce sont les pays qui doivent s'organiser. Et les pays, nous avons tout ce qu'il faut pour lutter contre le paludisme, par exemple. Mais le paludisme, ce n'est pas une question de moustiquaire. Non, il ne faut pas se tromper. C'est une question d'autonomisation et de donner la possibilité aux gens de construire un environnement qui permettent d'éliminer le vecteur qu'est l'anophèle. C'est tout. Donc, ce n'est pas l'OMS conseil. L'OMS a même des stratégies très bien organisées. Mais si les pays ne se décident pas à, par exemple, OK, comment on installe les populations en Afrique? On voit aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle autorisation de construire, permis d'habiter, ça n'existe pas. Ou quand vous avez ces thèmes-là en Afrique, c'est dénué de tout. On les a, c'est dénué de leur sens. Il n'y a pas. Et donc, quand vous avez des trucs comme ça, où vous n'avez pas des maisons qui sont bien construites pour, par exemple, se protéger contre les vecteurs, ce n'est pas l'OMS qui viendra construire ça. Hein? Non.
Donc, il ne faut pas mettre sur le dos de l'OMS ce que l'OMS n'est pas censé faire. Ce sont nos pays qui sont responsables. Parce que, par exemple, le paludisme, c'est une maladie de la pauvreté. C'est une maladie de la pauvreté. Et quand vous allez dans les hôpitaux, dans les saisons pluvieuses, en tout cas, pour les régions que je connais, je suis passé, vous allez voir, les hôpitaux sont bondés. Simplement parce que les gens là qui viennent sont des gens qui viennent des milieux pauvres, ruraux, banlieues, qui n'ont pas le minimum pour se protéger. Mais c'est tout. Vous voyez? Merci. La prochaine question nous vient de Christian Kagegni Limbili du Congo. Désolée si j'ai de la difficulté avec certains noms. Donc, quel schéma préconiser pour mieux agir sur les défis du 21e siècle et les maladies émergentes? Oui, les défis, ces maladies-là, on sait de plus en plus maintenant qu'en réalité, si on arrive à composer avec les communautés, et à autonomiser les communautés. Vous allez voir, par exemple, quand on prend les maladies hémorragiques virales, par exemple, on voit le lien qu'il y a entre les habitudes de plus en plus des populations à aller dans la forêt, chercher de la nourriture. Donc, ça veut dire qu'il y a une réorganisation à faire en autonomisant les communautés, en faisant en sorte que les gens comprennent d'abord ce qu'il faut pour leur propre vie, ce que nous appelons la littératie en santé, mais cela passe par un processus très simple qui a fait ses preuves dans d'autres pays. C'est la scolarisation systématique de tout le monde. C'est de faire en sorte que tout le monde ait un domaine de prédilection qui est déjà quelque chose, qui est un potentiel en lui pour son positionnement professionnel et alors donc avoir un revenu. Et donc comme ça, on va s'organiser mieux dans la vie et on n'irait pas chercher donc ces problèmes-là qui font surgir maintenant des approches qu'on appelle par exemple une seule santé, des trucs comme ça, vous voyez. Donc c'est ça. La prochaine question provient de Roselyne Raissa Kenge Epse Bouzougou du Gabon. Le développement d'un pays passe par la formation. Malheureusement, les objectifs sont souvent orientés ailleurs. Que faire pour que nos déterminants sociaux soient mis en place si les politiques ne disent mot? Oui, en réalité, à tous les niveaux, d'abord, on doit s'organiser. Déjà au niveau le plus local, pour l'élaboration, le développement des curricula, nous devons mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, par exemple, quand on compare dans le monde, par exemple, quand on prend le rapport du bien-être social, le World Wellness Report, qui sort chaque année, vous voyez que les pays scandinaves sont placés toujours les premiers. Or, allez consulter un peu ces pays-là pour voir comment ils organisent leur système éducatif. Vous allez voir que c'est tout différent de ce qu'on fait par ici, par exemple. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, moi, je ne sais pas, dans la vie de tous les jours, il faut suivre les exemples qui donnent de bons résultats. Donc, nous ne pouvons que, normalement, aller vers ces expériences-là pour choisir, voir quel est le système éducatif qu'il faut. Le système éducatif des pays scandinaves, c'est vraiment tout à fait différent. Tout le monde va à l'école. Vous allez voir, on veut identifier le potentiel qui est en chaque individu et le positionner. C'est tout. C'est ce qu'on veut faire, ça. Donc, on ne veut pas faire autrement les choses. Je crois que le modèle est là et on ne devrait qu'aller donc s'en enquérir, quoi. Merci. On a quelqu'un qui veut clarifier que s'il a bien compris en fait que la promotion de la santé vient avant le préventif et que le préventif vient avant le curatif, en amont. Oui, l'ordre là, en fait, OK, la première des choses, c'est ça, c'est qu'il faut agir sur les déterminants. Vous voyez, agir sur les déterminants, c'est ce qu'il faut, ça. Et quand on agit sur les déterminants, c'est qu'on a réglé déjà à plus de 90% les problèmes de santé et que viendront après donc les situations donc, qui vont nous permettre de prévenir les maladies. Parce que quand on dit santé, c'est agir sur les déterminants. Quand on dit maladie, on prévient la maladie, prévention primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, quinquennale. Donc, c'est ça. Voilà un peu l'ordre des choses. Et nos systèmes sanitaires doivent rapidement aller vers ce modèle-là. Sinon, on n'aura pas de résultat. La prochaine question provient de Hayat Babio du Bénin.
qui dit « Merci pour cette belle initiative, cher maître. La participation de nos autorités politiques et sanitaires pourrait conduire à un changement durable. Comment favoriser le multisectorialisme? » Oui, en réalité, le problème est qu'on a besoin d'un système qui va nous permettre d'influencer les politiques. Actuellement, les systèmes sanitaires ne sont pas bien outillés pour convaincre le politique. C'est tout le problème qu'on a. Moi, j'ai un pays comme le mien où un président, il est venu au pouvoir et il a demandé au système sanitaire, donnez-moi des directives pour améliorer la santé de ma population. Mais ils n'ont pas pu lui donner quelque chose qui pouvait le convaincre. Donc, c'est le système sanitaire qui a besoin vraiment, c'est ce que CAF disait et j'ai présenté tout à l'heure, d'une réforme à l'interne pour se réorganiser et convaincre les autorités politiques. C'est tout ce qui manque ça. Et je vous dis, de grands penseurs, chercheurs qui se sont réunis donc pour donner réponse à cette préoccupation-là du président de la République, ils n'ont pas pu le convaincre et ce rapport a été rejeté une fois. Donc, c'est ça le problème. Donc, en réalité, c'est de ça qu'on a besoin. Le système sanitaire doit d'abord se réorganiser à l'interne pour rapidement convaincre. Parce que si vous êtes là, dit il faut construire le centre le plus équipé au monde et que le gouvernement vous donne l'argent et construit ça et pourtant, les gens continuent pas à mourir, vous n'allez pas le convaincre comme ça, hein? Non. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent si la vidéo de la présentation sera disponible et si c'est possible de rendre disponibles les diapositives. Donc, je confirme que la vidéo va être disponible dans les prochains jours sur le site web de l'AEF et le REFIPS va annoncer sur son site web quand ce sera disponible. Est-ce que ce sera possible de rendre les diapositives disponibles? Oui. Oui, à mon avis, il n'y a pas de problème. On va en PDF donner à chacun la possibilité, parce que c'est de la science et c'est dans le domaine, dans les choses, vous avez les références pour aller même plus en profondeur, donc il n'y a aucun problème. On a une autre question de Aguilla Joseph du Bénin qui demande « Peut-on dire que les solutions aux problèmes de santé sont plus politiques que techniques? » Bon, c'est les deux. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, c'est une question de politique. Donc, il ne faut pas, si on veut travailler à la santé, parce que quand on veut travailler à la santé, c'est une orientation politique qu'il faut avoir. Et les techniques sont bien là, alors pour orienter, pour influencer le politique et pour aussi agir à travers les interventions. Donc, ce sont les deux qui sont... Et donc, vous ne pouvez pas techniquement seulement y arriver et non pas seulement politique s'il n'y a pas de technicien. Mais le politique, on ne doit pas l'exclure, jamais. Parce que le politique, c'est comme disait Virchow. Rudolf Virchow dit que la politique n'est rien d'autre que la médecine en plus large. Vous voyez? Donc, c'est plus important. Vous voyez? C'est ça. Quelle est la place de la santé communautaire dans ce que vous proposez pour l'amélioration de la santé des populations? Je vais attendre un petit instant et je vais répéter la question ensuite. Ton micro est fermé. Oui, voilà. Explique-moi, est-ce que tu as entendu la question? Non, pas vraiment. OK. Quelle est la place de la santé communautaire dans ce que vous proposez pour l'amélioration de la santé des populations? Oui, en fait, la santé communautaire, c'est le nœud même de la situation, ça. Parce que la santé communautaire, c'est parce qu'on veut agir sur les déterminants sociaux de la santé, c'est ça qui fait la raison d'être de la santé communautaire. Vous comprenez? Parce que avec les déterminants sociaux, on a besoin que les communautés soient autonomes pour nous aider à agir sur les déterminants. Et c'est pour ça, c'est en cela que la santé communautaire est différente de la santé publique qui a des connotations administratives et politiques et organisationnelles, alors que la santé communautaire veut utiliser donc l'autonomie des populations pour agir sur les déterminants. Donc, on a besoin essentiellement. Or, la santé communautaire est mal comprise dans beaucoup de pays, par exemple en Afrique, où on confond la santé communautaire au relais communautaire. Or, le relais communautaire, non, les soins ne peuvent pas être administrés par des gens qui ne sont pas initiés, formés. C'est ce qu'on m'a appris à l'école de médecine, ça. Que les soins, c'est comme au couvent. Si quelqu'un n'est pas initié, il ne peut pas faire les soins. Et donc, les soins sont réservés aux professionnels formés. Et maintenant, la santé communautaire
pour agir sur les déterminants, on a besoin d'autonomiser chaque individu, chaque communauté pour agir et modifier son environnement. Vous voyez, donc c'est ça. De manière concrète, étape par étape, quelle est la démarche à suivre pour l'intégration effective du concept médecine écologique dans nos systèmes de santé en Afrique? Non, bon, s'il y a des étapes que je peux proposer très rapidement, c'est qu'en réalité, maintenant, là, je crois le débat d'aujourd'hui aborde la situation à la base déjà. Donc, c'est d'abord de commencer par former des gens qui comprennent le sens de la chose et de mettre sur le marché. Parce que ce sont ces gens-là formés qui vont, donc, tout à l'heure, qui vont animer les systèmes sanitaires. Donc, s'ils comprennent, si on a une masse critique de gens qui comprennent cela, nous avons gagné le combat et donc on va pouvoir y arriver. Et ça, donc, je crois que le fondement est à ce niveau-là. Merci. Il nous reste encore, je crois, 10 minutes et il y a encore quelques questions. On a une question d'Ayari Taha de Tunisie qui demande comment le numérique pourra aider à gérer le paludisme et les autres pathologies. Bon, mais actuellement, on dit on est même dans le siècle du numérique, par exemple. C'est ça. Et donc, maintenant, pour que le numérique marche, il faut que tout le monde soit capable de l'utiliser. Donc, ça veut dire ce que je disais tantôt, la scolarisation systématique de nos enfants. Donc, nos enfants sont instruits et ils savent utiliser. Et donc, on peut passer par là. Et voici ça, l'instruction est un élément donc, important de la littératie en santé. Donc, ils sont capables alors d'aller chercher à se former et comprendre comment aller chercher eux-mêmes les informations à travers et le numérique aujourd'hui, c'est incontournable. Même aujourd'hui, par exemple, vous avez le téléphone portable dans toutes les mains, même les paysans. En Afrique, par exemple, 90% des gens ont de téléphone. Ça veut dire que si on développait leur littératie, leur instruction, donc on va y arriver. C'est important. Merci. Il y a plusieurs autres questions qui reviennent sur les questions auxquelles tu viens de répondre. Donc, je vais passer ces questions-là, étant donné que tu en as déjà parlé. Il y a quelqu'un qui demande de reprendre le concept de déterminants de la santé brièvement. Qu'est-ce que sont que les déterminants de la santé? La personne veut s'assurer d'avoir bien compris. Oui, en fait, je vais dire les déterminants de la santé sont 4 groupes de facteurs qui, en fait, sous-tendent la santé d'une population ou d'un individu. On a 4 groupes. On a les facteurs qui sont biologiques, c'est-à-dire l'hérédité, ce que nous héritons de nos parents, qui détermine notre santé. Deuxièmement, les habitudes de vie et les comportements que chacun ou les communautés adoptent. Par exemple, vous dites, je ne consomme pas d'alcool. Je ne veux pas dire à quelqu'un d'aller consommer d'alcool. Mais moi, comme je ne consomme pas d'alcool, je consomme les sucreries. Allez, tu consommes les sucreries, tu vas mourir plus vite que même celui qui consomme l'alcool. Donc, c'est ça. Si vous choisissez des choses comme ça, mais vous allez vous tuer. Donc, il faut comprendre les choses. Donc, troisièmement, l'environnement. On dit les environnements, parce qu'il y a l'environnement physique. Dis-moi où tu habites et je te dirai de quelle maladie tu vas souffrir. Et le social, est-ce que tu as l'argent dans la poche? Donc, tu peux avoir, comme je disais tantôt, des gens peuvent quitter Cotonou pour aller jusqu'à New York, 13 000 km pour aller faire consultation prénatale, alors qu'il y a des instances internationales qui nous disent que la distance entre la maison, le domicile et la formation sanitaire contribue au décès maternel, par exemple. Vous voyez, donc c'est ça. Et quatrièmement, comment le système sanitaire s'organise. Par exemple, en Afrique, maintenant, quand il y a la crise, une crise fondamentale entre les communautés et les systèmes sanitaires, ça contribue à ce que les gens ne fréquentent pas donc les systèmes sanitaires et les gens préfèrent gérer leur santé par eux-mêmes et mourir n'importe comment. Vous voyez, donc c'est ça. Donc ce sont les 4. Maintenant, des 4 là, on va sortir les 3 derniers là et parler des déterminants sociaux de la santé qui sont définis par l'OMS comme suit: les conditions dans lesquelles les individus sont conçus, naissent, vivent, grandissent, travaillent et vieillissent, ainsi que les mécanismes mis en place pour faire face à la maladie. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas donner la santé sans ces conditions-là. Vous voyez, ça fait le parcours de la vie. Donc, si les conditions ne sont pas en place, vous ne pouvez pas mener une vie en santé. Voilà.
Merci. On a encore 4 ou 5 questions et ensuite on va terminer. Donc, on a Gildas Togde du Tchad qui demande « Nous voyons que la santé est devenue un grand business dans le monde. Nos cliniciens ne prennent pas vraiment en compte les déterminants sociaux pour soigner. Nous sommes tous prisonniers de notre propre système. Tout est organisé en système et on refuse de changer notre manière traditionnelle de faire. Que faire en tant que jeune agent de santé? » Oui, en réalité, une fois encore, je vais dire qu'on est à la base maintenant. Quelque part, moi, je dis que ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute parce qu'ils n'ont pas été formés pour. Vous voyez, ils n'ont pas été formés pour. Moi, on ne m'a pas formé pour aller pour aller dans la communauté, m'occuper. Non, on m'a formé pour diagnostiquer et traiter. À la rigueur, ajouter quelques éléments de prévention. Ça, c'est tout. Mais maintenant, on doit changer de fusil d'épaule. On a des pays comme le Canada où les gens, on contrôle tout, on sait comment on forme les gens, combien de gens on veut mettre sur le marché. Et parce que quand je dis aux gens, par exemple, moi, dans la vie de tous les jours, qu'on n'a pas besoin d'être là pour traiter que la maladie. Les gens vont me dire, mais oui, mais qu'est-ce que nous, on va manger? Mais ce n'est pas ça. Vous avez le Canada, en dehors des hommes d'affaires, les médecins quand même sont les plus bien nantis, ils sont bien payés. Ça veut dire qu'on a besoin d'une organisation de notre société qui valorise donc l'action sur les déterminants de la santé. On a Mbandama Kwaku Arnaud qui demande, qui dit qu'on sait quand on est en bonne santé, on peut tout faire. Pourquoi les gouvernements africains n'injectent pas autant d'argent dans le secteur de la santé et attendent toujours l'aide de l'extérieur? Et en plus, ce sont eux qui vont en Europe, par exemple, quand leur état de santé est grave. Oui, bon, moi, je reviens à la même situation comme je n'ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas trop leur faute, moi, je pense. C'est que si nous avons un système de santé qui sait convaincre le politique, parce que quand vous allez dire aux politiques que, oui, investir dans la construction des hôpitaux, c'est pas sûr que c'est le moyen par lequel vous allez le convaincre ça. Non. Parce qu'il sait que les hôpitaux seront en place, mais ne pourront pas gérer l'affaire. Parce que les gars, ils ne sont pas bêtes. Ils comprennent même beaucoup plus que nous autres qui sont fermés dans des boîtes. Nous, on ne voit que la santé à partir des hôpitaux. Alors qu'eux, ils ont des réflexions. Vous allez même dans les communautés, les gens vont vous dire que si je n'ai pas de l'argent à donner à mes enfants, je suis malade. C'est ça. Donc, c'est peut-être nous qui ne savons pas convaincre le politique. Moi, je pense que c'est ça le vrai problème. Sinon, le politique, c'est moi, je dis aux gens, si vous voulez gagner les élections, il faut faire la promotion de la santé. Mais vous faites la promotion de la santé, vous allez gagner tout le temps les élections. C'est clair. Donc, voilà. Quelqu'un demande, Romulus Onounou, qui demande « Puis-je proposer que dans nos universités, chaque entité puisse bénéficier d'un module de cours sur la promotion de la santé et surtout des rapports entre le secteur de formation et la santé? » Exactement, c'est ce que l'OMS a déjà proposé depuis. Donc, il y a des processus. Quand vous prenez les entités qui ont proposé, par exemple, des modèles de curricula, c'est qu'on veut que d'abord, quand c'est professionnel de la santé, tout le monde doit être exposé. Moi, je me rappelle à Genève, à une réunion, et on nous avait dit, vous êtes des enseignants, aidez-nous à ce que tous les professionnels sache ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques, vous voyez, pour qu'ils puissent influencer les autres secteurs et donner la valeur aux autres secteurs pour leur faire comprendre qu'ils sont aussi des gens qui s'occupent de la santé de la population. Donc ça, normalement, ça devrait l'être. Mais le problème qu'on a maintenant, c'est que ceux qui dirigent nos facultés de médecine, sont pour la plupart des gens qui n'ont pas été formés à cette notion-là. Même il y a des pays comme le mien, ils sont nombreux à n'avoir même pas fait la santé publique comme cela se doit. Et donc, ils ne comprennent même pas ce que vous appelez déterminants de la santé. Ou ils savent et ils ont peur de ce que les autres secteurs viennent leur avis, leur pouvoir de médecin. Vous voyez, donc c'est autant de choses. Sinon, on doit le faire. On a une dernière question qui vient de Batamoussi Isaac du Bénin, qui dit « Merci, professeur. Je pense que c'est cette approche de promotion de la santé qui a permis à la Chine d'éradiquer le paludisme. Selon vous, qu'est-ce qui bloque l'utilisation de cette approche dans les pays en voie de développement? » Oui, en fait, le vrai problème, c'est, une fois encore, ce que nous abordons aujourd'hui. Les gens ne sont pas formés pour ça. Ils ne sont pas formés. Donc, ils ne comprennent pas que... Et d'ailleurs, le problème est tel que, ne sachant pas cela, ils croient que
ils font du bien alors qu'ils se font d'abord à eux-mêmes du tort. Parce que si vous avez été élevé en dignité et vous ne savez pas utiliser cela pour le bien d'autrui, de votre population, c'est que vous vous tuez. Et c'est ça le problème. Donc, ils ne le savent pas. Et donc, le tort est plutôt à une réorganisation. C'est-à-dire, on n'a pas réorganisé le système. Je crois que maintenant, c'est déjà comme ça. Par exemple, si vous n'avez pas été formé, comment aurez-vous la possibilité de savoir mettre en pratique? Et il y a plein, même de la littérature, des études qui montrent que le paludisme, c'est une maladie à gérer au niveau communautaire. Il faut donner la possibilité aux gens, au niveau communautaire, de savoir s'organiser pour lutter contre les déterminants donc, du paludisme. Mais ce qui n'est pas le cas dans le système biomédical qui vient seulement proposer les solutions aux gens. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai travaillé dans la communauté. Pendant qu'on disait aux gens dormez sous moustiquaire, les gens disent non, ici, nous, on n'utilise pas la moustiquaire. Mais en négociant, en discutant avec les gens, sans même mentionner la moustiquaire, eux-mêmes, ils étaient arrivés à comprendre que, donc c'est pour ça que les gens là nous disaient d'utiliser les moustiquaires. Maintenant, on va le faire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas, c'est la façon avec laquelle nous faisons les choses qui a révisé actuellement au XXIe siècle. La médecine n'est plus ce que ça a été dans les 2-3 siècles derniers. Non, ce n'est plus comme ça. On doit composer nécessairement avec les communautés. Merci David pour cette brillante présentation et aux participants également pour vos questions très intéressantes qui ont permis d'alimenter la discussion. Donc sur ce, je pourrais me permettre de clore. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin, David, avant de clore la conférence? Merci Sarah et merci. Je voudrais dire ma reconnaissance d'abord à mon université qui a pu autoriser qu'on arrive à un processus K1 malgré tout à ce processus-ci et à l'AUF pour son soutien et qui est arrivé à ce niveau-ci, par exemple, à diffuser ce genre d'informations au niveau international, ce qui est quelque chose, à mon avis, un apport petit, mais qui va avoir de retombées certainement grand. Et aux universités partenaires, l'UQAM et l'Université de Genève et aussi le REFIPS, qui sont les partenaires donc, de ce projet. Je voudrais remercier tout le monde. Remercier tous les participants à cette initiative et demander à ce que nous puissions ensemble trouver les moyens pour impacter durablement nos milieux en tant que professionnels de la santé. Je vous remercie. Oui, Sarah? Oui, est-ce que on est encore en direct ou est-ce que nos collègues de